À la une de l'actualité, rentrée judiciaire 2021-2022, comme c'est le cas chaque 1er octobre de chaque année, les acteurs du monde judiciaire ont une fois de plus tenu leur conférence annuelle en présence du chef de l'État. Cette année, ils réfléchissent sur la contribution du pouvoir judiciaire à la lutte contre le terrorisme. Et le Burkina Faso qui se prépare à faire face à la concurrence imposée par la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. La préoccupation était au cœur de la 4e rencontre nationale État-secteur privé. Et puis des mouvements citoyens burkinabés mettent dans la main pour assainir les villes. 13 associations viennent de matérialiser leur engagement par la signature d'un accord. Dans leurs actions, l'accent sera mis sur la gestion des matières fécales. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue. Vous êtes au 13h de la télévision BF1 et vous faites bien. Merci de nous choisir. La rentrée judiciaire 2021-2022 s'est tenue hier 1er octobre, comme c'est le cas depuis quelques années maintenant. Dans un contexte sécuritaire assez délétère, les acteurs du monde judiciaire ont axé leurs échanges sur la contribution du pouvoir judiciaire à la lutte contre le terrorisme. Et c'était en présence du chef de l'État, Shirley Okourou et Hassen Konitamde. C'est une rentrée judiciaire placée sous le sceau de la lutte contre le terrorisme. Depuis 2015, le Burkina Faso est confronté aux affres des violences terroristes. Tueries de masse, enlèvements, viols, déplacements de population, attaques contre les institutions de la République. Voici le quotidien de nombreuses populations dans certaines parties du pays. Pour cette rentrée judiciaire 2021-2022, les magistrats veulent prendre le taureau par les cornes. Il s'agit pour eux de mettre les textes et instruments juridiques au service de la lutte contre l'hydre terroriste. Nous pouvons constater que les juridictions sont à pied d'œuvre dans l'accomplissement de leur partition dans la lutte contre le terrorisme. Seulement, avant d'atteindre la phase du jugement qui est visible et attendu de tous, il y a toute une grande partie du travail qui se déroule dans la discrétion sur le terrain, au parquet et dans les cabinets d'instruction pour mettre les dossiers en état d'être jugés. La tâche des hommes de droit n'est pas toujours aisée, surtout avec les terroristes qui sont barbares et dépourvus d'humanité. La justice doit alors traiter les auteurs de ces actes avec humanisme. La justice doit rester égale à elle-même en temps de paix comme en temps de guerre. Si nous reprochons aux terroristes d'avoir perdu toute humanité, au nom de quelle logique pouvons-nous nous permettre de les traiter de façon inhumaine? Il est évident que les terroristes auront gagné s'ils parvenaient à nous faire basculer, disons bafouer les règles et principes ci-dessus rappelés, qui font la particularité, voire la fierté de notre civilisation, telle la primauté de la règle de droit qui a pour corollaire le règlement juridictionnel des différends. Dans leur volonté de lutter contre le terrorisme, les acteurs judiciaires sont parfois confrontés à des difficultés. Insuffisance de moyens logistiques et financiers, insuffisance de personnel entre autres, des préoccupations qui trouvent un écho favorable auprès du président du Faso. On se félicite déjà du fait que, si vous voulez, nous avons pu tenir une première session et donc de jugement des terroristes. Et je peux vous dire que j'ai noté toutes les préoccupations et nous ferons en sorte que l'État puisse effectivement satisfaire à ces conditions. Les magistrats se disent engagés pour plus de diligence dans le traitement des dossiers liés au terrorisme. Ils en veulent pour preuve la tenue de la première session de jugement qui s'est tenue du 9 au 13 août 2021 à Ouagadougou. Et puis, on reste dans le même registre. Le mois d'octobre doit être considéré comme le mois de la justice au Burkina Faso. C'est le vœu des membres du Comité international mémorial Thomas Sankara. Ils l'ont annoncé au cours d'une conférence de presse ce 2 octobre. Une occasion qu'ils ont aussi saisie pour se prononcer sur le très attendu procès
de l'assassinat du père de la révolution d'août 83. Pour ces responsables du projet mémorial Thomas Sankara, il faut rendre ce jugement public et faciliter sa transmission via les médias dans un but purement pédagogique. On écoute Pierre Ouedraogo, président du comité international mémorial Thomas Sankara. Nous avons attendu 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara et enfin nous voilà à quelques jours de son ouverture. Pour nous, c'est le rendez-vous de la vérité et de la justice. Pour les membres du mémorial, c'est la porte de la justice des hommes qui s'ouvrira ce 11 octobre 2021 à 9h à la salle de conférence de Ouagadougou. Nous avons le privilège d'assister à l'aboutissement de cette longue attente. Et nous ne pouvons que rendre hommage à tous ceux qui sont tombés pour nous mettre debout aujourd'hui. Les acteurs de la société civile sympathisant de l'idéal du président Thomas Sankara souhaitent que ce projet soit enregistré pour servir d'outil pédagogique. Au mieux, il serait bon d'en faciliter la radiodiffusion. Parce que le procès, un tel procès après 34 ans, et dans le contexte national que nous connaissons aujourd'hui, où des individus veulent se faire justice eux-mêmes, et qu'il y a des familles qui ont patienté pendant 34 ans, et voient l'aboutissement, je pense qu'il n'y a pas une meilleure leçon de justice à donner à la population que de la permettre d'accéder au procès à travers la diffusion. À un moment où l'économie burkinabé est fortement impactée par la crise sécuritaire et sanitaire, le gouvernement tente de trouver des solutions pour la relancer. Et peut-être que l'une des opportunités serait la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit du mécanisme qui va régir les conditions d'échanges commerciaux entre les États africains. Le Burkina Faso se prépare à faire face à la concurrence qui sera imposée par ce vaste marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Le sujet était au cœur des débats de la 4e édition de la rencontre État-secteur privé qui s'est tenue hier à Bobo-Dioulasso. Les précisions de Majid Bako. Bobo-Dioulasso, capitale économique, centre d'intérêt pendant 48 heures pour les acteurs du monde des affaires. Véritable cadre d'échange, cette rencontre nationale État-secteur privé permet de discuter des défis à relever pour redynamiser le secteur privé. Pour cette 4e édition, la réflexion est menée sur les défis et opportunités de la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Nous pensons que cette 4e édition aborde un thème important, qui est la zone de libre-échange continentale, parce qu'aujourd'hui, nous rentrons dans un vaste marché, mais il ne suffit pas de dire que nous avons des opportunités si nous n'arrivons pas avec des entreprises compétitives qui sont à même donc d'apporter des réponses et des produits de qualité pour tout le monde. Je pense aujourd'hui qu'avec le secteur privé, dont l'importance a été réaffirmée parmi les 10 chantiers du chef de l'État, qui précise donc au 8e chantier qu'il faut dynamiser, rendre beaucoup plus compétitif le secteur privé, qu'il joue son rôle dans l'économie. Avec ce secteur privé-là, il est bon qu'on renforce le dialogue, prendre en compte ses différentes préoccupations, prendre en compte ses idées, ses solutions, parce que figurez-vous, le secteur privé ne vient pas, à travers ses fêtières, uniquement poser des problèmes, mais aussi dire au gouvernement que par rapport à tel point ou tel autre point, nous avons des réponses et nous sommes disponibles pour accompagner, pour mettre en œuvre donc le PNDS2. Le thème de la présente édition révèle d'un grand intérêt pour les acteurs du monde des affaires. Toutefois, ils invitent le gouvernement à réunir les conditions nécessaires afin de permettre au secteur privé d'en tirer profit. J'ai bon espoir que nos échanges au cours de cette session permettront de dégager des actions fortes et structurelles en réponse aux préoccupations légitimes en tant que des acteurs publics. Ces préoccupations portent essentiellement sur les opportunités et menaces potentielles de la ZLECAf, la transformation structurelle, les défis majeurs de profiter des opportunités offertes dans la ZLECAf et le rôle de cette aide pour accélérer cette transformation structurelle. Excellence, Monsieur le ministre, la mise en œuvre diligente des recommandations et engagements pour accompagner le développement des entreprises
l'état de mise en œuvre des recommandations de l'édition 2020 de la rencontre nationale État-secteur privé a été présenté par le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat. Cette rencontre nationale intervient après celle tenue dans les 13 régions du Burkina Faso. Un film synthèse de ces rencontres régionales a été diffusé au cours de ces échanges. Cette rencontre État-secteur privé est aussi ponctuée par des expositions de produits locaux. En Afrique de l'Ouest, les populations produisent 96 000 tonnes de matière fécale par jour. Difficile donc pour les services publics de ces pays de gérer ces déchets. Au Burkina Faso, les mouvements citoyens se mobilisent aux côtés du gouvernement pour assainir les villes. 13 associations viennent de matérialiser leur engagement par la signature d'un accord. Abdul Karim Banda et Benjamin Kwame. Le ballet citoyen, femmes actives pour le développement durable ou encore les vagabonds de l'assainissement et 10 autres associations œuvrant dans le secteur de l'assainissement signent ici une déclaration commune. Une signature qui demande dorénavant à ces associations de poser des actions communes afin d'assainir les villes et campagnes au Burkina Faso, et cela passera par des sensibilisations et plaidoyers. Un accent est mis sur la gestion des matières fécales. Conscient que dans la période allant de 2000 à 2017, le nombre de personnes ne disposant pas de toilettes ou utilisant des installations sanitaires non adéquates a augmenté de 125 millions et le nombre de personnes ne disposant pas d'une gestion sûre des excréments a augmenté de 285 millions. Nous nous inquiétons de la ferme progression de l'accès à l'hygiène et à l'assainissement dans nos États, malgré les différents accords et conventions ratifiés, Agenda 2030 des ODD. Ces actions sont menées dans le cadre du projet Assainir l'ordure et liquide, coordonné par l'association Kinarou France. La question est préoccupante. L'association indique que chaque jour, un individu produit 250 grammes de matière fécale, ce qui donne 96 000 tonnes par jour seulement en Afrique de l'Ouest. Ces matières fécales sont mal gérées. Il faut alors changer la donne pour permettre à tous d'atteindre l'assainissement dans tous les secteurs. Ainsi, nous avons, à notre niveau, essayé de voir ce que nous pouvions faire, pas seuls, mais avec également tous les acteurs qui peuvent apporter quelque chose pour que nous puissions nous mobiliser et mettre en marche un processus qui nous permettra d'atteindre l'assainissement pour tous à l'eau et à l'assainissement. À travers cette déclaration, nous exhortons toutes ces différentes structures-là à mener des actions conjointes en vue d'atteindre cet objectif. L'initiative est saluée et encouragée par le ministère en charge de l'eau et de l'assainissement. Il demande alors que cette signature puisse porter du fruit. Et lorsque des associations se mettent ensemble pour parler d'hygiène et d'assainissement, c'est vraiment quelque chose de louable et de salutaire. Et le plus important, le plus dur, en fait, c'est la matérialisation en fait, de ce qui a été signé. Que l'ensemble en fait, puisse prendre à bras le corps ce qui a été dit et partent sur le terrain. Sachez également que la signature de cette déclaration est intervenue après un atelier de mobilisation et de formation des mouvements citoyens. Autre engagement citoyen, toujours en faveur de l'environnement. Plusieurs jeunes de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest sont à Ouagadougou depuis 48 heures pour la conférence consultative des jeunes de l'Afrique de l'Ouest sur la contribution déterminée sur le climat. Après les réflexions dans les salles, ils se sont déportés cette fois-ci dans les rues pour faire entendre leur message. Ils interpellent les citoyens et les pouvoirs publics à plus d'engagement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alexis Belemnaba. Jeunesse, climat, sauvant la planète, tous engagés. Après l'interpellation dans la réflexion, place à l'interpellation dans les rues. Et le choix des lieux de départ et d'arrivée de cette marche ne sont pas fortuits. Elle débute ici au ministère des Affaires étrangères. Ce département qui est en relation avec tous les gros pollueurs de la planète et les institutions qui font le poids dans les grandes décisions en faveur de la protection de l'environnement. La jeunesse de l'Afrique de l'Ouest lance un message au monde depuis Ouagadougou. Aujourd'hui, 1,5 km pour amener tout le monde à agir, pour amener les gouvernements à agir, pour amener la communauté à agir.
pour limiter la hausse de la température d'ici la fin du siècle à 1,5 degré Celsius. Donc 1,5 degré Celsius pour 1,5 km de marche. Les gouvernants sont interpellés, certes, mais ces jeunes n'ignorent pas leurs propres responsabilités dans cette question de lutte contre le réchauffement climatique. Hormis nos actions que nous menons dans nos différentes structures, il y a par exemple des cadres que nous organisons, nous réfléchissons, nous faisons des recommandations. Et aujourd'hui, hier et aujourd'hui, toute l'Afrique de l'Ouest, la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest est réunie pour pouvoir réfléchir. Réfléchir pourquoi? Réfléchir sur comment est-ce qu'ils peuvent contribuer aussi bien dans les processus de révision des contributions déterminées au niveau national, mais aussi dans les processus de mise en œuvre. Parce qu'il faut une jeunesse plus engagée, une jeunesse plus active, une prise en compte de la jeunesse, parce que la jeunesse c'est l'avenir, la jeunesse c'est aujourd'hui. Il faut une vraie prise en compte de la jeunesse dans toutes ces politiques liées au changement climatique. Et c'est sous le pied du monument de Thomas Sankara que les marcheurs se sont arrêtés pour porter leur message central. Pour eux, le cadre est inspirant. Et d'ailleurs, le feu président Thomas Sankara était l'un des grands acteurs pour la cause de l'environnement. Le monument de Thomas Sankara, c'est un message très fort. Et je pense qu'il reste toujours un guerrier et il reste dans l'histoire du Burkina Faso. C'est pourquoi nous venons ici pour s'inspirer de son point d'encouragement. Et voilà pourquoi tous ces différents pays sont là. Si chaque département ministériel devrait se déplacer sur une surface pour le reboisement, on les a dit juste d'apporter 25 000 plants. 25 000 plants qui nous fait quelque chose de 5 hectares. C'est-à-dire que dans un hectare fait 1111 plants. Celui qui plante un arbre est un patriote. Et celui qui l'a détruit brûle la forêt, brûle la terre de nos ancêtres. C'était en fait nos messages que nous avons lancés à l'endroit des décideurs de la... 8 pays de la sous-région ouest africaine sont représentés. Une marche climatique qui marque la fin de la conférence sur la contribution déterminée nationale sur le climat après 2 jours de réflexion. Hier, 1er octobre, c'était la journée internationale des personnes âgées. Depuis 1990, ces personnes du 3e âge ont acquis la reconnaissance internationale au regard de leur importance dans la société. Au Burkina Faso, elles sont estimées à environ 1 million, soit près de 5% de la population. Mais en ce qui concerne leur prise en charge sanitaire, le pays accuse un sérieux retard, car jusqu'à présent, il n'y a aucun service de gériatrie fonctionnel dans les hôpitaux publics. Le seul gériatre disponible au centre hospitalier universitaire de Bogodogo se tourne donc un peu les pouces à longueur de journée. Regardez. À plus de 64 ans, Kader Kaboré est une personne du 3e âge. Mais à l'apparence, ce n'est pas l'impression qu'il donne. Chaque matin, il enfourche sa moto et se rend à son atelier de couture. Le métier du couturier, il a embrassé pour l'amour de la sape. Depuis lors, l'histoire dure 38 ans. Kader refuse à cet âge de dépendre de ses enfants et continue de se battre au quotidien. Au regard de leur importance dans la société, ces personnes ont acquis la reconnaissance internationale depuis 1990. Et depuis lors, chaque 1er octobre, ils sont célébrés dans le monde entier. C'est la journée internationale des personnes âgées. Demain, samedi, j'ai 64 ans. Quand tu vois quelqu'un qui dit qu'il est âgé, c'est dans le cerveau. Voilà. Si tu dis que tu es trop vieux, tu vas devenir fainéant. Un homme, il faut prendre le courage. On ne souhaite pas dire que c'est la maladie qui peut rendre quelqu'un, tu peux devenir âgé. Sinon, ce n'est pas possible. Quant à moi, si tu n'atteins pas 70 ans, 70 et quelques, tu n'es pas vieux chez moi. 60 et quelques, ce n'est pas vieux. Au Burkina Faso, les personnes comme Kader Kaboré, ayant 60 ans et plus, sont estimées à environ 1 million, soit un peu plus de 5% de la population résidente, selon les résultats préliminaires du recensement général de la population et de l'habitat de 2019. Mais en matière de prise en charge sanitaire de ces personnes âgées, le Burkina Faso accuse un retard. Le pays ne dispose pas encore de services de gériatrie fonctionnels dans les hôpitaux publics. Docteur Louis-Sylvain Ouedraogo est gériatre. On pourrait dire en d'autres termes, médecin pour personnes âgées. Il est pour l'instant le seul dont disposent les centres de santé publics. N'ayant pas de locaux à proprement dit, il est logé au service de rhumatologie du centre hospitalier universitaire Bogodogo. Dans tous les CHU du Burkina Faso, il n'existe pas encore de service de gériatrie, pour la simple raison qu'il n'y avait pas de gériatre depuis de nombreuses années.
Je suis le seul médecin gériatre actuellement au Burkina Faso. Il y en a d'autres qui sont en cours de spécialisation qui vont arriver bientôt, mais pour le moment, je suis seul, donc il n'y a pas de service de gériatrie. Il y a un centre de gériatrie qui est en cours de construction par le ministère de la Santé en collaboration avec la Carrefour, mais qui n'est pas encore fonctionnel. Les personnes désirant avoir des services en gériatrie doivent donc s'orienter vers les centres de santé privés. Si jusqu'à présent le pays ne dispose pas de services de gériatrie fonctionnels, c'est parce que l'État a dirigé ses efforts vers d'autres secteurs jugés plus urgents, tels que la santé de la mère et de l'enfant. Mais il faudra anticiper pour éviter d'être surpris, selon ce spécialiste. Le problème, c'est qu'il va falloir forcément faire de l'anticipation, parce que ce qu'on oublie, c'est que la proportion des personnes âgées va augmenter, elle va augmenter très vite. Elle va augmenter plus vite que l'on ne forme de gériatres, qu'on ne forme de personnel spécialisé dans la personne âgée. Donc si on tarde trop, parce qu'on a d'autres priorités ailleurs, on risque de se retrouver dans une situation où on sera complètement dépassé. Et c'est ce qui arrive actuellement aux pays les plus développés, que ce soit la Chine, la France, les États-Unis. Ils sont en demande de gériatres à ne pas savoir quoi faire. Ce qui rend les personnes du troisième âge beaucoup plus vulnérables, c'est le fait qu'elles cumulent les maladies. Alors que la personne âgée, c'est une personne qui cumule les pathologies. Donc le plus souvent, vous allez voir la personne âgée qui va avoir des problèmes d'arthrose, ça c'est très fréquent, des problèmes de constipation, des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète et aussi des problèmes de troubles de la mémoire, aussi de ce qu'on appelle le handicap parce qu'ils ont plus de mal à marcher, à se déplacer, à faire leurs courses, à s'occuper d'eux-mêmes. Donc c'est ce qu'on appelle la perte d'autonomie. Donc ils ont besoin d'une autre personne pour pouvoir les aider, les accompagner dans la vie. Leur prise en charge sonne donc comme une urgence au regard de l'importance que ces personnes ont dans la vie de chacun d'entre nous. Cette journée qui leur est dédiée tous les 1er octobre est une manière pour la communauté internationale de leur rendre hommage. En sport, les récompenses qui continuent de pleuvoir pour l'homme le plus fort du monde. Vous le connaissez certainement, l'haltérophile burkinabé Iron Bibi, champion du monde et recommande du log lift. Après sa villa et les 20 millions de Coris Bank, c'est Move Africa qui vient de mettre la main à la poche. Justin Armanto. Move Africa valorise ici la performance du champion Iron Bibi, l'homme le plus fort du monde. Ce 30 septembre, le directeur général de Move Africa remet à Iron Bibi un chèque d'une valeur de 5 millions de francs CFA. À travers ce geste, Move Africa invite la jeunesse burkinabé à viser l'excellence. C'est d'abord un axe de soutien pour la jeunesse et en particulier pour notre champion Iron Bibi pour le score qu'il a réalisé au bénéfice du rayonnement du pays. C'est une vraie fierté pour le pays et ça mérite toute la reconnaissance de la part de tout le monde, mais en particulier de la part de Move Africa. Pour le record du monde, champion de log lift, la victoire, le trophée ou encore la médaille ne sont rien sans l'amour de la patrie et l'encouragement des frères et sœurs burkinabés. Selon Iron Bibi, ce chèque de Move Africa va servir dans son projet de centre sportif. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je remercie l'accompagnement de Move Africa. Vous voyez ces performances que je fais, c'est pas seul. C'est avec la bénédiction et l'encouragement de tous que j'arrive à soulever ces charges extrêmement lourdes. Donc ça m'encourage à aller de l'avant et bien sûr ça va m'aider avec mes projets de centre sportif. Le directeur général de Move Africa se dit fier de ce champion qui a remporté la compétition de log lift le 18 septembre dernier en Écosse. Une fierté pour le peuple burkinabé. On reste en sport toujours avec la finale de la Coupe du directeur général de l'ONU qui vient de connaître son épilogue après près de 2 semaines de compétition. Hier, il y a eu la finale entre le ministère de la Sécurité et la Carrefour. Et c'est le ministère de la Sécurité qui a pu tirer son épingle du jeu. Madi Zongo et Alessi Belenaba. La Coupe du directeur général de l'Office national d'identification
a connu son épilogue le 30 septembre sur le terrain de la Carrefour. La finale a mis aux prises l'équipe de la Direction des Sports, des Arts et de la Culture du ministère de la Sécurité à celle de la Carrefour. Un match qui s'est disputé sous le signe de la fraternité, comme le veut l'esprit de la compétition. La dimension de la Coupe s'est agrandie. Un certain nombre d'équipes qui ne participaient pas ont participé. Des structures privées comme la Carrefour et des structures internationales, même comme l'UOMOA, ont participé à cette Coupe. Et cette année, vous avez vu également qu'il y a eu un excellent esprit qui a animé l'ensemble des équipes qui ont participé. Et on peut être satisfait parce que pendant tout ce temps, pendant plus de 2 semaines, les équipes se sont frottées. On n'a pas enregistré d'incident majeur et on est vraiment satisfait. L'équipe de la DESAC amenée par Sayouba Kombatanga allait se montrer plus efficace. Auteur du doublé aux 10e et 30e minutes, Kombatanga va donner la victoire à son équipe. Le but de la Carrefour en fin de la partie n'a pas suffi à inverser le résultat. Certains joueurs de la Carrefour sont de vieilles connaissances, selon le capitaine de la DESAC, ce qui explique en partie le score serré. Dès le départ qui était très plaisante et du moment où ça permet le brassage et le frottement entre les administrés des différentes administrations de la ville de Ouagadougou. C'est une compétition qui était un peu relevée dès le départ et vers la fin elle était encore plus relevée et en témoigne la finale de ce soir. C'est un adversaire qu'on connaît très bien parce que c'était pas la première fois qu'on se croise. L'année passée on s'est croisé en demi-finale et on l'avait remporté et cette année encore on se croise encore en finale. Donc c'est une équipe valeureuse qui a des éléments. Notons bien que c'est une équipe de Détroit qui est composée de joueurs de 3e division. Donc on les connaît puisqu'on les croise aussi souvent aussi dans les compétitions de la ville de Ouagadougou. Le promoteur promet de poursuivre son œuvre pour instituer à terme cette compétition. On espère que ça va se poursuivre pour les années à venir, de sorte à institutionnaliser davantage la Coupe du directeur général. Nous avons assisté à une très belle finale. Vous avez vu que les 2 équipes ont vraiment mouillé le maillot, comme on le dit. Ça s'est passé dans un excellent esprit aussi. Et la direction des sports, des arts et de la culture du ministère de la Sécurité a remporté la Coupe, c'est vrai. Mais au-delà, c'est l'ensemble des équipes participantes qui ont remporté la Coupe. 16 équipes ont pris part à ce tournoi au cours de laquelle 37 buts ont été marqués. L'équipe victorieuse a reçu le trophée et des médailles d'or. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. J'ai été très ravi d'être en votre compagnie durant toute cette semaine qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles au programme de la chaîne Au cœur de nos défis. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.